Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, en ce jour triste, si on peut dire, donc je fais encore une vidéo pour toujours apporter mon soutien aux Gilets jaunes parce que les nouvelles que nous avons ici aux USA, moi de celles que j'ai de mes enfants et puis des news, ne sont pas excellentes. On peut dire que Macron se fout absolument de votre gueule, mais alors complètement. À se demander même s'il n'a pas un problème psychiatrique, parce que quand je le vois sur les vidéos, les dernières informations, quand la dernière c'était un Belge, un député belge, qui l'interpellait concernant son comportement et lui donnait symboliquement une corde pour tout son speak. Et quand je l'ai vu et son attitude à prendre un plaisir, je me demande s'il passe sadomaso quelque part et que son attitude révèle son comportement. Donc malheureusement, oui, effectivement, vous allez être obligé d'aller jusqu'au bout et d'aller demander sa démission. Il n'y a pas d'autre solution. Alors Marine Le Pen avait fait une suggestion en disant de dissoudre l'Assemblée nationale. Mais en fait, dissoudre l'Assemblée nationale ne rapportera rien du tout. Si on se rapporte à ce qui avait été fait par Jacques Chirac, qui à l'époque avait fait la dissolution, lui, il avait un but ultime, c'était de mettre à mal le PS. Ça a parfaitement réussi, mais c'était son objectif. Donc nous, dans le cas là, demander une dissolution de l'Assemblée nationale, Macron restera au pouvoir. Alors peut-être que ça va faire virer le premier sinistre là, et que ce sera remplacé par quelqu'un d'autre, mais de toute façon la situation restera exactement la même. Pourquoi? Parce que tout simplement et malheureusement pour vous, l'Europe est là. C'est pas Macron qui dirige, c'est l'Europe. Regardez toutes les lois, regardez toutes les directives, ce sont des directives européennes. En fait, la France n'est plus dirigée par les Français, elle est dirigée par l'Europe. Donc, on prend des références avec des pays annexes comme la Finlande ou le reste, où ce sont des pays qui ont très bien réussi, mais c'est pas les imbéciles. D'accord? D'abord, c'est pas le niveau de la France. Il n'y a pas autant de chômage, il y a les industries, il y a beaucoup de choses, donc ils ont réussi à faire ce qu'ils appellent leur transition énergétique, mais ils l'ont quand même fait au détriment de leur industrie, ils ont quand même fait des sacrifices. Donc là, ce qu'on demande aux Français n'est pas tolérable. On ne peut pas demander à vous de faire plus de sacrifices qu'il n'en est, puisque actuellement on est au bout du rouleau. Je le vois avec mes enfants sont restés en France et malheureusement, quand je vois la pauvreté qu'ils ont et les problèmes qu'ils ont, parce que ma fille a 23 ans, enfin 24 maintenant, il faut qu'elle change sa voiture. Alors elle change sa voiture, bon, elle me dit, bon, ça devrait être bien parce que je suis en CDI, j'ai un contrat seulement. Le problème c'est qu'elle est en SMIC et qu'elle a un contrat de 30 heures. Elle travaille dans la restauration, donc elle n'a pas un contrat plein temps, elle n'a pas les 35 heures. Donc déjà dès le départ, elle est déjà lésée. Elle gagne 700 ou 800 euros par mois. Alors, si vous enlevez toutes les taxes, toutes les charges, tout ce qu'elle doit payer, la banque lui dit, madame, pour faire votre crédit, ça va être difficile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les parents ils aident. Alors heureusement que les parents peuvent aider, mais pas tout le temps. Pas tout le temps. Donc dans le cas où la France est là actuellement, même les parents qui sont en retraite et tout ce qui s'ensuit, même les actifs, ne peuvent plus aider leurs enfants parce qu'ils ne gagnent plus assez, parce qu'ils n'ont même plus une seule réserve. Enfin, les Français ne mettent plus d'argent de côté, c'est quand même dingue. On a vu depuis l'époque de Mitterrand que la France s'est cassée la figure et que ça a été accentué tout le temps et que les politiques n'ont jamais rien fait. En fait, leur politique, c'est pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont basés sur l'ENA, qui sont des vieilles écoles, qui n'ont jamais pris le temps de se remettre en considération et de se dire, est-ce que nous tenons le bon discours? Est-ce que l'enseignement que nous apportons est le bon? Non, on fait comme ça, point barre. On a toujours fait, quand par exemple une entreprise va mal, qu'est-ce qu'on fait? On licencie. On ne cherche pas à savoir si le produit qu'ils vendent est adapté à la demande. Non. On fait une marge, on n'a plus de marge, voilà, et bien on va licencier pour non pas réinvestir, parce que les entreprises ne réinvestissent pas, c'est tout simplement pour redégager de la marge, redégager du profit et faire plaisir aux actionnaires.
Et dans le même temps, en France, eh bien, on fait la même chose. C'est-à-dire que les emplois comme les fonctionnaires et tout ça, eh bien, depuis des dizaines, peut-être pas des dizaines d'années, mais au moins, oui, dizaines d'années, les salaires sont gelés. Ce sont les premiers qui peuvent générer, si on veut dire, comment est-ce que je dirais ça, la consommation. Et c'est pas le cas. Ce sont les premiers lésés, ce sont les premiers qui sont les porteurs, qui sont les garants de leur emploi, ils ne peuvent pas le faire. Donc déjà la situation là, c'est pas normal. Les fonctionnaires qui ferment partout, on fait exactement en France ce qu'on fait dans les entreprises. On licencie à tour de bras, on licencie des fonctionnaires pour réduire les impôts, mais en fait c'est fait pour enrichir beaucoup plus, parce que depuis que la France est rentrée dans l'Europe, n'oublions pas qu'on paye quand même plus de 20 milliards d'euros tous les ans à l'Europe, plus les amendes, plus tout ce qui s'ensuit, parce que ça fait quand même une sacrée facture. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est quand même pas loin des 30 milliards. Alors imaginez toutes les taxes que vous payez, c'est fait juste pour payer l'Europe. C'est quand même pas normal. Vous travaillez, on vous saigne pour payer l'accès à l'Europe. Vous trouvez ça bizarre? Non. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bien évidemment, depuis que Sarkozy fait rentrer l'Europe enfin la France dans ce merdier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, les entreprises ont délocalisé légalement. On vient vous piquer votre travail, et en même temps, les entreprises sont parties. Moi, je viens d'une région, je ne vous cache pas, je viens des Vosges. Maintenant, quand je regarde comment que ça se passe, les EDI, les EDA, il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune entreprise. Des sociétés qui avant employaient 1000-1500 personnes, ça... Quand vous voyez, quand ça sortait dans les entreprises, ça je pense que vous l'avez connu, on avait des bus qui arrivaient, on avait les sorties d'usine, on avait quelque chose qui était absolument fantastique. Ah, les gens travaillaient en 3-8, ils gagnaient bien leur vie, ils avaient de quoi payer. Moi je sais que de mon temps, on pouvait quand même payer notre loyer, on pouvait quand même avoir nos enfants. Bon, j'ai 3 enfants en charge, donc à l'époque, là j'en avais que 2. On vivait très bien. Ma femme ne travaillait pas et pourtant je ramenais un salaire qui permettait de vivre et de pouvoir partir en vacances et de faire des projets. Alors que maintenant on ne fait plus rien. On demande à la société de consommation, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus d'avantage. On regarde à tout maintenant et le pire de tout, c'est que maintenant vous êtes obligé d'aller dans des Lidl ou dans des supermarchés de merde. Pourquoi? Parce que tout simplement vous n'avez plus les moyens de vivre. Et ça, Macron, il n'en a rien à foutre. Hein? Donc, effectivement, messieurs les gilets jaunes, eh bien, vous allez être obligés de demander cette démission. Ça va aller jusqu'au clash. Le mai 68 que nos anciens ont connu n'est rien en comparé de celui que vous allez faire maintenant. Parce que bien évidemment, il va falloir que vous y alliez. Il va falloir se battre. Et de toute façon, ça va être naturel parce que les Français en ont tellement marre de ce qui se passe. En plus, Macron se fout complètement de votre gueule. Hein. Il a rien trouvé de mieux à faire que de ne pas donner l'augmentation du SMIC au mois de janvier. Ce qui fait que, en fait, on aurait peut-être pu désamorcer la crise avec ça, en disant, bon, on donne un peu plus d'argent aux Français, ça ne leur a rien coûté puisque ça coûte aux entreprises. C'est même pas des sous qui sortent de l'État, c'est des sous qui sortent de l'entreprise, donc qui vont payer. Mais non, ça même pas, il ne le fait même pas. Bon, bien sûr que les entreprises, effectivement, vont avoir des difficultés pour payer parce que si on vous augmente d'un côté, il faut bien répercuter ce prix-là, ce prix que l'entreprise va vous donner en plus. Ça va être automatiquement une répercussion sur son budget. Donc, il va falloir qu'elle le récupère quelque part. Ce ne sera pas dans les taxes parce que les taxes, il y en a trop. Donc, ça va être au niveau de la vente de ses produits, bien évidemment. Ou alors, elle va rogner sur son bénéfice. Mais elle ne peut même pas le faire de rogner sur son bénéfice parce que actuellement, les entreprises ne font pas de bénéfices. Elles sont zéro. Alors, automatiquement, ça ne les intéresse pas. Employés, embauchés, pourquoi faire? Il faut déjà avoir un carnet de commandes qui suit. Or là, toutes les entreprises sont parties. Qu'est-ce qui vous reste? Vous ne pouvez même pas dire qu'à Paris, ça fonctionne bien, c'est pas vrai. Donc, le problème, il est là dès le départ. Et malheureusement, pour vous, il va falloir faire cette révolution, il va falloir demander la démission. Maintenant, n'oubliez pas une chose, c'est que, effectivement, demander la démission de Macron, c'est bien. Mais qui allons mettre nous à la place? Qui sont les candidats
qui vont le faire? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ça va être les anciens candidats qui vont être déjà là, qui vont revoir leur programme et puis qui vont refaire exactement la même chose. Vous croyez que le nouveau président qui va venir va pouvoir résoudre le problème comme ça? Non. Il n'a pas la solution. Pourquoi ils n'ont pas la solution? Parce que tout simplement, ils ne veulent pas sortir de l'Europe. Quand il y a eu la dernière élection qui s'est passée avec Le Pen, Marine Le Pen et puis Macron, bon, ça c'était voulu. C'est un piège gros comme le monde et tout le monde est tombé dans le panneau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Enfin, du moins, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Bien, déjà, premièrement, l'entrée dans l'Europe n'est pas constitutionnelle. Parce qu'il y a eu un référendum qui s'est passé et que on ne devait pas rentrer dans l'Europe. Sarko nous a baisé la gueule. Moi, j'étais encore en France quand il l'a fait. J'étais dégoûté. Et en plus, je n'ai pas compris pourquoi personne n'a réagi. Parce que, on va parler finance un petit peu. J'ai fait une vidéo là-dessus où on parle de finance, mais elle n'est pas très approfondie. Parce que, n'oublions pas une seule chose, c'est que, bien évidemment, l'Europe, ça profite aux partis politiques, ça profite à toute cette élite qui est là et qui gagne de l'argent. Parce que, bien évidemment, les députés européens sont là. Donc vous avez quand même plus de 500 députés actuellement, 577, quelque chose comme ça, qui sont au Parlement, mais vous en avez encore 577, enfin 600 presque de plus, qui sont européens. Donc ça fait une double paye. Mais pour vous, un député, ça représente quand même une grosse somme d'argent, presque 10 000 euros. Hein? Si on compte le salaire, qui ne payent pas d'impôt dessus, d'accord? On n'oublie pas que ce ne sont pas des salaires, ce sont des annuités. Donc ce sont des gens qui vivent très facilement, aisément, et qui n'ont pas d'impôt à payer dessus. Ça, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que les fonctionnaires qui travaillent pour l'État, qui sont employés par l'État, payent des impôts et pas eux? Il y a quand même quelque part un problème. Donc ça, c'est déjà le premier problème à faire. Ensuite, l'Europe coûte très cher. N'oublions pas que nous avons quand même le Parlement à Strasbourg. Combien de millions vous croyez qu'on dépense par mois pour l'entretien de ces locaux? Pourquoi est-ce que la France a tenu absolument à continuer à avoir ce palais? C'est complètement absurde. On a un palais de l'Europe qui est à Bruxelles et on en a un autre ici en France. Franchement, c'est de la monarchie, là. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas quelque part. Pourquoi avoir deux binômes, deux choses en binôme? C'est complètement idiot. Ça sert strictement à rien. Pourquoi la France spécialement? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est l'Allemagne qui pilote, c'est pas la France. La France, elle n'a pas d'argent, c'est l'Allemagne qui donne de l'argent. Hein, celle qui paye le plus sa participation. Bon, elle le fait aisément parce qu'elle a beaucoup de travailleurs, elle a un gros potentiel parce qu'elle a de l'industrie. Pourquoi elle a de l'industrie? Parce que les Allemands sont des travailleurs, certes, mais ils ont toujours fabriqué des machines. Nous, on n'a jamais fait. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, on était capable de le faire. On sait faire. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, il y a une volonté politique qui fait qu'on ne fait pas. On préfère acheter allemand plutôt que d'acheter français. C'est une aberration complète. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'y a plus de tissu industriel en France. Tout ce qui est manufacture a fermé. Moi, je l'ai vu parce que du temps déjà de l'époque de mes parents, les manufactures ont fermé très rapidement, au profit malheureusement de la Chine. Bon, c'est elle qui rapporte, c'est les pays d'Asie qui actuellement rapportent. Et les pays d'Asie, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ne sont pas plus riches que nous, mais seulement ils ont un gros avantage, c'est qu'ils jouent avec la monnaie. Ils dévaluent leur monnaie pour vendre, parce que si jamais ils ne dévaluaient pas leur monnaie, s'ils la mettaient au taux réel, je peux vous garantir que les prix flamberaient. Et automatiquement, ce n'est pas leur intérêt. Le Japon, dernièrement, il y a quelques années de cela, s'est aperçu que sa progression était en récession. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, le gouvernement a décidé de descendre encore, de dévaluer encore plus leur monnaie pour pouvoir continuer à rattraper le niveau et continuer à vendre. Et ça marche très bien. Seulement en France, on ne peut pas se le permettre. Pourquoi? Parce que nous, on a quand même beaucoup de taxes, de cotisations sociales à payer. On a quand même la sécurité sociale, on a quand même les retraites, on a quand même beaucoup de choses qui dépendent de ça, qui dépendent des cotisations. Donc forcément, eux, leur système est complètement différent. Aux USA, c'est complètement différent aussi. Si on compare, par exemple, aux USA, bon, d'abord, premièrement, ce n'est pas l'État qui paye les retraites, ce sont les entreprises qui payent vos retraites. Si elles le peuvent et si elles existent toujours, c'est ça l'inconvénient. Si la compagnie continue à vivre, elle va continuer à vous payer votre retraite. Mais si jamais elle n'existe plus, c'est terminé. Ou elle peut très bien
Et c'est arrivé de dire, ben voilà, on arrête. On arrête de payer la retraite. Donc à partir de ce moment-là, ben vous qui avez 60 ou 65 ans, ben si vous voulez continuer à toucher de l'argent, il faut retourner travailler. Donc ça, c'est l'inconvénient. Bon, ensuite, il y a la sécurité sociale. Bon, la sécurité sociale, pareil, elle est payée par l'entreprise. Une partie. Donc tout ce qui est les dents, les yeux, le médical est payé par l'entreprise. Donc si l'entreprise est florissante, comme c'est le cas maintenant, il n'y a pas de problème. Vous avez quand même des aides médicales qui sont là et qui sont après pour votre retraite. Là en France, c'est l'inverse. En France, c'est l'employeur qui paye à l'État les charges et tout ce qui s'ensuit, et donc c'est la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale, l'avantage par rapport à chez nous, c'est que nous n'avons pas d'employé de sécurité sociale. Donc ça, si vous voulez, les cotisations que l'employeur paye à la sécurité sociale, il y en a une partie qui paye déjà pour les salaires. Alors comme il y a beaucoup d'employés à la sécurité sociale, on peut dire qu'il y a 50% qui part dans les charges, enfin ce qu'on appelle les charges, c'est-à-dire dans les emplois, dans le paiement des salaires. Donc ça, c'est un petit peu anormal. En même temps, vous avez quand même l'obligation d'avoir une mutuelle. Nous aussi, on a des assurances personnelles qui prennent en charge effectivement ces cas. Mais elles ne sont pas très élevées. Comparé à un salaire que nous touchons, les charges-là ne sont pas très élevées, donc ça représente 5% de notre salaire, c'est rien du tout. Vous, ça représente plus de 30% de votre salaire. Quand vous prenez la CSG, la RDS et toutes les charges qui s'en suivent derrière, déjà dès le départ, quand vous regardez un brut et votre net, vous avez 25 à 30% de perte. Donc ça, déjà dès le départ, fait déjà mal au ventre. Et ça, c'est l'employeur qui le paye. Mais il le paye quasiment à perte, parce que tout ce qui est retraite, ben malheureusement, les retraites, tout est quasiment fermé. Et pourquoi ça va mal avec les retraites? Parce que tout simplement, il n'y a plus de travail. Donc avant, les travailleurs, ils cotisaient, on disait, vous cotisez pour votre retraite. Non, on cotise pour la retraite de nos anciens. On ne cotise pas pour notre retraite, c'est pour nos anciens qu'on cotise. Et après, les futures générations payent pour vous, et ainsi et vice-versa. Le système fonctionnait très bien tant qu'on avait le plein emploi. Quand il y a eu le boom des années 70, 60-70, là où effectivement il y a eu ce qu'on appelle les 10 années glorieuses, parce que pourquoi? C'était la guerre, il fallait reconstruire le pays, et il y avait beaucoup de travail. Donc là, il n'y avait aucun problème. Maintenant, on est dans ce problème où on n'a plus de travail. On pourrait, je dis bien, on pourrait revenir au plein emploi, mais ça, c'est une volonté politique. La volonté, elle est qu'il faut effectivement, je redis encore, il faut sortir de l'Europe. Il faut que la France, elle a deux solutions. Soit on négocie avec l'Europe, soit on sort. Regardez les Anglais, quand ils ont vu tout ce qu'ils payaient et le retour qu'ils avaient, le peuple n'est pas un imbécile, ils ont dit non. Ils ont dit non. Même les politiques, au départ, ont dit non. On ne peut pas continuer à payer comme ça pour le peu de retour qu'on a. Ça sert strictement à rien. On est imposé et en plus, il faut payer. Il faut quand même arrêter. Donc l'Europe, à l'heure actuelle, n'est pas viable. Elle n'est pas viable. Elle serait viable si il y avait, je dirais, une harmonisation de toutes les taxes, de toutes les lois dans tous les pays. Or, tous les pays sont libres. Malheureusement, ils sont complètement libres de faire ce qu'ils veulent. Donc, automatiquement, c'est pas l'intérêt de la Pologne. Macron s'est fâché un petit peu avec la Pologne, mais c'est pas l'intérêt de la Pologne de rehausser les salaires. Elle a des emplois que les entreprises, que les industries françaises sont venues apporter. Elles ont apporté de la richesse au pays. Elles ont apporté l'emploi, elles ont apporté leur technologie, tout ce qui s'ensuit. Il y en a qui ont choisi de partir en Chine. Bon, ça c'est leur choix. Bon, maintenant, c'est vrai que du point de vue logistique, il y a quand même pas mal de problèmes. Mais bon, l'inconvénient, il est là, c'est que nous, on a perdu nos emplois. On fabrique des t-shirts. Ça, c'est un t-shirt made in USA. Vous croyez? Non, c'est un t-shirt made in China. Ah oui, il est fabriqué en Chine. 90% de la production est fabriquée en Chine. Que ce soit de l'électroménager ou que ce soit des vêtements, c'est fabriqué en Chine. Alors bien évidemment, vous avez Chine, c'est de la merde. Ils peuvent très bien faire de la très bonne qualité. Il suffit simplement de leur dire, voilà, on va un produit de telle qualité. Ils le feront. Ça coûtera tant, point barre. C'est une question de rentabilité, c'est tout. Les Chinois sont capables de faire de la qualité comme de la merde. Comme ils vous le disent. Vous voulez un appareil à 10 euros, vous voulez un appareil à 100 euros. Voilà la différence qu'elle est. Donc effectivement, les fabricants, eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une marge bénéficiaire la maximum possible. Hein, ils ont un prix,
ne peuvent pas le dépasser. Donc, ils vont rogner sur leur marge bénéficiaire, donc sur la qualité des produits. En vous faisant croire que c'est de la super qualité, en fait, c'est de la super merde. Donc ça, c'est le gros problème actuellement. Puis ensuite, on va venir à ce qu'on appelle la transition énergétique. Alors ça me fait bien rigoler. Alors, quand on parle d'énergie renouvelable, d'énergie solaire, tout ce qui s'ensuit, l'éolienne et tout ce qui s'ensuit, bon, techniquement, c'est pas rentable. C'est pas rentable parce que premièrement, bon, les éoliennes, bon, on va revenir dessus, ça produit de l'électricité, on est bien d'accord. Le seul problème, c'est qu'il faut du vent, déjà, il faut de la place, ça fait du bruit, c'est pas excessif du tout. Je peux vous garantir que aux USA, les éoliennes, elles sont dans le désert. Elles ne sont pas ailleurs. Elles sont dans les endroits où il y a du vent, mais invisibles, si on peut dire. Elles sont planquées. Bon, même aux USA, ils ont fait quelque chose que vous, en France, vous n'avez pas, c'est que les antennes relais des téléphones, des cellulaires sont cachées. Cachées dans les arbres, dans la végétation. On met des arbres artificiels pour cacher les relais. Ça, vous ne les voyez pas. Il y a des arbres, oui, mais ce sont des arbres artificiels et les relais sont dedans. C'est bien foutu comme système, hein, mais bon, voilà. Donc, c'est l'esthétique. Les Américains aiment bien avoir de l'esthétique, donc effectivement, c'est quand même plus joli. Ensuite, on parle des panneaux solaires. Nous, on est équipés panneaux solaires. Ma maison est équipée panneaux solaires. J'ai de l'énergie toute la journée. J'ai la clim, j'ai tout ce qui fonctionne sur le panneau solaire. En coût d'énergie, ça me fait quoi? 120 $ par mois. Donc ça fait, grosso modo, pour vous, ça ferait 120 €. Parce que j'utilise l'énergie le soir, la nuit. Bon, la maison est complètement isolée. Ah, bon, d'accord, ce sont des maisons en bois, ça c'est vrai, mais elles sont complètement isolées. Donc, au niveau du rendement, c'est parfait. Bon, à part bien évidemment les fenêtres qui ne sont pas en double vitrage. Ça, c'est un petit inconvénient. Mais bon, dans certaines régions, ils l'ont parce qu'il fait très froid. Donc, moi, je vis en Californie. Donc, bon, on a quand même des températures qui sont quand même beaucoup plus chaudes. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite pour la France? Eh bien évidemment, ce serait une volonté du gouvernement de passer en tout solaire. Vous avez des centres commerciaux, vous avez des immenses surfaces de parking couverts et tout ce qui s'ensuit qui pourraient être équipés en solaire et qui effectivement pourraient produire de l'énergie. Nous on produit de l'énergie à partir d'une seule condition, c'est le soleil. Mais il faut savoir que dans toutes les régions en France, le rendement au niveau du solaire n'est pas le même. L'ensoleillement est déjà moindre dans certains pays, dans certaines régions que dans d'autres. Si vous allez par exemple du côté du Midi ou la Méditerranée, il y a plus de soleil que si vous allez dans les régions du Nord. Ou même de Bretagne et tout ça. Donc, le solaire, c'est bien dans certains coins, mais pas dans tous. Ça ne fonctionnera pas, ou ça va avoir une rentabilité de 50%. Donc, en fait, au lieu d'avoir un remboursement sur 5 ans, vous l'avez peut-être sur 10 ou 15 ans. Et malheureusement, ces panneaux ont quand même une durée de vie. Il faut quand même savoir qu'un panneau, ça change. C'est pas éternel. Au bout d'un certain moment, ça vieillit et puis ça produit plus d'électricité, donc il faut les remplacer. Donc c'est un investissement qu'il faut rentabiliser. L'avoir la nuit, c'est pas rentable parce que ce sont des batteries. Donc ça, c'est de la connerie. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre énergie? Bon, l'eau. Mais ça, en France, vous avez déjà toutes les possibilités, toutes les ressources ont déjà été prises. Après, il y a le nucléaire. Alors le nucléaire, bien évidemment, Macron veut faire fermer des centrales, il a prévu une immense... Il ne faut pas oublier une chose, c'est que d'abord, premièrement, la France fournit à l'Allemagne. La France fournit à l'Allemagne. Donc ça, c'est un gros problème. L'Allemagne dépend, elle fait le beau avec l'énergie, elle a fermé ses centrales, oui, c'est la France qui produit quand même, qui vend de l'énergie en Allemagne. On vend dans l'Europe de l'énergie, il ne faut pas oublier, nos centrales nucléaires fonctionnent pour produire de l'énergie dans l'Europe, en Espagne, en Italie, dans la Belgique, au Luxembourg et tout ça, ils achètent notre énergie. Donc ça, c'est une chose qui est quand même ancrée. Alors maintenant, les centrales nucléaires, il faudrait les faire remplacer. Oui, je suis d'accord, évidemment, elles sont trop vieilles. Elles sont trop vieilles, elles sont dangereuses, mais premièrement, on ne sait pas comment faire. Il faut savoir qu'une centrale nucléaire, pour la démonter, ça coûte aussi cher, voire plus, qu'une centrale neuve. Parce que ça prend du temps. Une centrale nucléaire se démantèle sur 20 ans, voire plus. Parce que le problème, c'est qu'il y a de la radioactivité, et que cette radioactivité-là, elle a contaminé tous les produits qui sont à l'intérieur. Le cœur du réacteur est lui-même, c'est le premier contaminé. Et que la radioactivité qui est à l'intérieur,
ne baissera à un niveau acceptable, si on peut dire, où il n'y aura plus de danger, après une centaine d'années. Donc, entre-temps, il faut le stocker. On n'a pas de solution. Donc, la solution, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas la démonter comme ça d'un coup de baguette magique parce que le taux de contamination est tellement fort qu'il est impossible pour des engins même robotisés d'y accéder parce que la radiation est tellement forte que l'électronique ne supportera pas. Il faut avoir un super blindage et ça, le super blindage, excusez-moi, mais c'est quand même 1 mètre de plomb, plus du ciment. Donc ça, techniquement, c'est pas possible. Donc là, on est dans le problème. Oui, les arrêter, les laisser une bonne cinquantaine d'années, sinon plus, attendre que la radiation diminue, et puis après, commencer à les démanteler. Vous imaginez un petit peu la perte. Et en même temps, ces centrales nucléaires, il ne faut quand même pas oublier qu'elles produisent de l'énergie. Donc, vous êtes consommateur d'énergie, et votre énergie, elle a augmenté. Parce que de mon temps, enfin du temps de mes parents, quand il y avait des téléviseurs à écran cathodique, la consommation était de 100 à 150 watts. D'accord? Maintenant, avec vos écrans plasma et tout ce qui s'ensuit, c'est 1500 watts. Entre 1000 et 1500 watts de puissance. Regardez les consommations, vous allez voir, vous allez être ahuri. Ça fait 1 kW de puissance. Entre 150 watts et 1 kW de puissance, maintenant tout le monde est équipé. Pourquoi? Parce que les fabricants préfèrent vendre des écrans plasma que des écrans en tube cathodique. C'est plus joli, c'est plus grand et tout le monde en veut plus, bien évidemment. Donc ça, c'est pas un reproche, mais ça se paye. Donc l'énergie que les centrales nucléaires produisent là, si M. Macron, dans sa grande gueule, veut les faire fermer, même le ministère de l'écologie avec M. Ruby ou l'autre, ça ne marchera pas. Les écologistes ont une grande gueule, ils veulent fermer les centrales nucléaires. D'accord? Qu'est-ce que vous avez à proposer contre? Qu'est-ce que vous pouvez proposer d'autre? Rien. Vous croyez qu'aux USA, nos centrales nucléaires sont fermées? Non, on ne les ferme pas. On en ferme quelques-unes, mais on en reconstruit. Parce que tout simplement, on n'a pas le choix. Il faut quand même qu'on produise de l'énergie, autrement on va revenir à des temps de l'âge de pierre. Hein. C'est un fait acquis. Les entreprises ont besoin d'énergie, vous voyez aussi tout le monde. Si vous passez, bien évidemment, de la voiture à l'énergie fossile à la voiture électrique, il faudra quand même bien de l'énergie pour recharger vos batteries. C'est pas le solaire qui va les recharger, c'est sûr. Parce que vous allez les recharger la nuit. Il n'y a pas de soleil la nuit, je suis désolé. Donc, ce sont quand même là les centrales nucléaires ou les centrales thermiques qui vont produire de l'énergie. On ne sait pas faire de l'énergie autrement. Donc, c'est ça le problème. On est de plus en plus dévoreurs d'énergie, on veut fermer des centrales, mais on n'a pas de solution. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, l'EDF actuellement est en train de faire l'EPR. Moi, perso, l'EPR, j'y crois pas. Parce que la technologie n'est pas là, on n'arrive pas à la produire. EDF s'est lancé dans un projet pharaonique qui coûte des dizaines de milliards d'euros et qui actuellement est toujours repoussé. Il n'a encore pas démarré ce réacteur. Donc est-ce qu'il va démarrer un jour? Est-ce qu'il va être fiable? Combien de pannes il va avoir? Parce que c'est pas le tout de dire on relance l'EPR et puis on ferme les autres centrales nucléaires. Et puis si jamais cet EPR il tombe en panne ou en maintenance ou tout ça, parce que c'est quand même de la technologie précoce, c'est quand même de la technologie qui n'est pas au point, on est bien d'accord. Donc on se lance dans un projet pharaonique, je félicite les ingénieurs pour ça, c'est très bien. Mais ça aurait dû être resté à un état de prototype, avant de passer à la phase industrielle. Vous en faites un petit en état de prototype pour voir tous les problèmes et tout ce qui s'ensuit, ça aurait été très bien. Mais là, on a passé carrément dans un grand projet, parce que le gouvernement a voulu quelque chose d'énorme. D'accord, c'est très bien, mais c'est pas au point. Et si ça nous vous pète à la gueule, je vous garantis que ça va pas être comme les centrales nucléaires. Hein. Donc, il y a quand même pas mal de choses à revoir. Comme j'entends, quand je lis tout ce qui se passe, comme problème qu'il y a, ça me rassure pas du tout. Donc, ça, c'est déjà un gros problème. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, alors on dit pour les voitures, il faut passer au tout électrique. Moi je suis oui, je suis non, parce que tout électrique, alors le gouvernement a dit, ça m'a bien fait rigoler, maintenant les voitures font 200 km d'autonomie pour aller au travail, c'est très bien. Ça veut dire qu'il faudra 2 voitures. Bah oui, parce que vous n'allez pas qu'au travail, vous allez faire vos courses. Vous allez au week-end. Ah oui, vous sortez quand même un petit peu de temps en temps. Donc, ces voitures-là, si vous les amenez sur l'autoroute, elles ne feront jamais 200 km. Elles vont faire 50 km sur l'autoroute, maximum. Donc en fait, ce qui veut dire que ce que vous allez aller, 50 km c'est quand même une distance normale, raisonnable, pour aller se promener. Donc il faut retrouver une bande de recharge, attendre 12 heures, pour recharger votre voiture, pour repartir. Voyons, soyons raisonnables. Moi, personnellement, j'ai une voiture,
comme tout le monde. Alors, je l'utilise très peu, parce que l'avantage qu'on a ici, c'est qu'on a quand même des bus. Pas dans toutes les régions, hein. Je précise tout de suite qu'aux États-Unis, les bus, il y en a dans certaines villes, mais pas dans tous. Donc, moi, j'ai l'avantage, c'est que je peux prendre le bus pour aller travailler. Donc, je peux aller prendre le bus pour aller faire mes courses. Donc, ça me coûte exactement 25 cents, et c'est tout. Donc, c'est rien du tout. Même 50 cents. Bon, maintenant, ça peut s'augmenter, c'est 50 cents. Bon, ça fait quand même un demi-euro. C'est rien du tout. Pour aller dans toute la ville. Je précise que je peux prendre le circuit complet. D'ailleurs, je peux faire 100 ou 150 km avec le même prix. C'est quand même relativement intéressant. Enfin, c'est un peu plus, c'est $1, $1,50, quelque chose comme ça. Bon, mais je fais $1,50 pour toute la journée. Donc, en France, ça n'existe pas. Donc ça, c'est déjà un gros problème. Mais ça, c'est parce que la ville, d'abord, premièrement, ce sont des employés municipaux, enfin des employés de l'État, qui sont là, qui travaillent. L'État gère ce système. C'est pas privé, c'est public. Donc effectivement, on a les moyens. Puis bon, on a tellement d'industries qui sont là aussi. Il y a le plein emploi. Hein, depuis que Trump est arrivé, on le critique. On a quand même une augmentation d'emploi qui est phénoménale. Vous regardez les offres d'emploi en France, puis vous comparez celles des USA, bon, on va pleurer parce que les entreprises embauchent énormément. Les manutentionnaires, enfin de tout type, techniciens, ingénieurs, tout ce qui s'ensuit, il y a du travail. Là, c'est pas le problème, c'est on se lève, on prend l'offre d'emploi, on appelle et on a du boulot. Même les entreprises sont plus difficiles maintenant parce qu'ils ont tellement de demandes qu'ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils peuvent employer ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Donc ça, c'est le gros avantage. En France, c'est pas le cas. Mais aux USA, c'est comme ça. Donc, pour en revenir à la voiture, bah oui, moi j'ai une voiture, mais c'est une biénergie. J'ai pas pris une voiture 100% électrique. Je pourrais en acheter une, je pourrais acheter la Tesla. Mais ça m'intéresse pas parce que avoir 200 km d'autonomie, aux États-Unis, on en fait plus. Et on a beaucoup d'autoroutes, malheureusement. Donc, les vitesses sont beaucoup plus rapides en ville que chez vous. Donc, bon, c'est pas la même chose parce que dans les villes, on roule quand même avec des 2 fois ou 3 fois voies. 3 fois 3 voies. Donc, on a quand même, c'est quasiment des mini-autoroutes, quoi. C'est des voies rapides. On roule à 70 km/h, on roule pas à 50. Parce que c'est quand même beaucoup plus espacé, il y a quand même beaucoup plus de place, c'était conçu quand même autrement. Hein? Donc, ça, c'est le gros avantage. En France, vous ne pouvez pas. Parce que bon, toutes les villes, toutes les infrastructures, tous les feux et tout ce qui s'ensuit ne permettent pas, sincèrement, de rouler plus vite de 50 km/h. Ce serait trop dangereux. Ça pourrait peut-être le faire dans certaines villes, mais c'est pas le cas, c'est pas possible. Donc voilà, c'est la différence. Bon, à l'inverse, nos autoroutes, nous, sont limitées à 110 km/h. Les voies sont à 130 km/h. Mais nos autoroutes ne sont pas en 2 fois 2 voies. Nous, on a 4, 6 ou 8 voies. Voire même encore des autres accès. Les autoroutes sont gratuites. Bon, il y a une voie qui sont à part, il y a des fois 1 ou 2 voies qui sont à part pour des paiements. Il y a des péages, bien évidemment, il y en a qui sont payants. C'est la même autoroute si vous voulez, mais il y a des endroits où c'est payant. Bon, c'est des accès libres. Ou vous avez aussi des accès qui sont libres, mais il faut être 2 ou 3 dans la voiture. Donc ça, c'est des conditions. Donc pourquoi moi j'ai choisi un véhicule biénergie? Parce que tout simplement, je roule électrique dans la ville, donc ça c'est très pratique. Et puis quand j'ai besoin de partir pour aller voir des amis et tout ça, bon, je vais faire 30 ou 40 miles, le moteur thermique va prendre le relais. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vais rouler à 110 km/h. Et le moteur électrique est quand même conçu pour rouler à une vitesse de 70-80 km/h maximum. Au-delà, c'est plus possible. La batterie, il peut le faire, mais la batterie va être déchargée en un temps record. Je le vois avec mon indicateur. Si je passe en électrique, je fais ça. Je fais 10 km et c'est terminé, j'ai plus de batterie. Donc le moteur thermique prend le relais. D'ailleurs, de toute façon, dès l'instant qu'on dépasse un certain seuil, automatiquement le thermique prend le relais. Ça, c'est inclus dans le système. Donc voilà. Alors maintenant, je vous souhaite bonne chance, bon courage, parce que ça va pas être facile de détrôner Macron, croyez-moi. Je pense qu'il va tout faire pour éviter. C'est un retort, faut faire attention. C'est pas quelqu'un qui pense comme vous, et je suis sûr qu'il n'hésitera pas à employer l'armée et à tirer sur la foule pour avoir gain de cause.
Ça, si c'est un génocide, ça risquerait d'arriver. Donc faites très attention. Moi, je pense que le mieux, c'est que effectivement, pour l'instant, vous avez quand même l'armée qui sera peut-être avec vous. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont quand même des pères et des mères de famille. D'accord? Donc ce sont quand même des gens qui sont payés et qui ont pas mal de problèmes de paiement, ne l'oublions pas. Hein. Les logiciels qu'ils ont installés au niveau des salaires sont quelque chose de catastrophique. Et les salaires de ces militaires-là ont eu beaucoup de retard, ils ont eu beaucoup de problèmes de paiement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez important qu'il faut revoir. Et la police, bah pareil, la police aussi, bon, elle a son salaire, d'accord, elle paye quand même aussi des charges, elle paye quand même l'énergie, elle paye quand même les taxes, elle paye aussi son gaz, son essence. Donc ils payent les assurances, ils payent tout ça, et leur salaire n'augmente pas. Donc l'une dans l'autre, ça fait quand même pas mal de difficultés. Donc ils le vivent aussi au quotidien, ils ont les enfants. Ils voient bien les enfants, ils ne sont pas fonctionnaires leurs enfants. Donc ils voient bien que leurs enfants ont des difficultés, qu'il faut les aider et tout ça. Et qu'eux aussi, bah, ils sont obligés d'emprunter pour aider leurs enfants parce qu'ils n'y arrivent pas, ne serait-ce que pour acheter une voiture. C'est maintenant la chose nécessaire actuellement. Si effectivement les pouvoirs publics avaient mis déjà dès le départ, ça on le dit depuis des dizaines et des dizaines d'années, mettez les transports en commun en accès coordonné avec les entreprises. Je veux dire par là qu'il faudrait que les bus soient là aux entrées et aux sorties d'usine. On dépose les ouvriers, on reprend les ouvriers. Combien ne prendraient pas la voiture s'ils pouvaient avoir ce système-là? Vous comparez à Paris, on dit à Paris c'est très bien, on a le métro, mais oui, on a le métro, c'est bien, on a le bus, oui. À l'intérieur de la métropole, c'est parfait. Mais seulement le travail, il n'est pas à l'intérieur de la métropole, il est à l'extérieur. Et oui. Si vous voulez aller travailler, eh ben vous habitez Paris, mais bon, à part si effectivement vous êtes banquier ou ingénieur, vous avez une place où vous êtes dans la recherche, oui, vous trouverez du travail sur Paris. Autrement, c'est pas le cas. Excusez-moi. Les entreprises, toutes les sociétés sont à l'extérieur, sont en banlieue. Donc, il faut sortir. Et à partir de là, c'est le désert complet. Les bus, bah, ils sont aux horaires habituels. Je commence à 8h, je vais faire midi à 17h. Une entreprise, vous commencez à 6h30 là-bas. Donc, il faut quand même bien avoir quelque chose pour y aller. Donc ça, c'est pas possible. Il n'y a que le seul endroit où on peut en profiter, c'est d'aller à Disneyland. Oui, eux, ils ont un accès métro qui est direct et les horaires correspondent pile avec le métro. Donc ça, c'est une chance. J'y ai travaillé, je sais ce que c'est, j'en ai profité. Mais pour le reste, c'est fini, il faut quand même prendre la voiture. J'ai travaillé dans des sociétés extérieures où il fallait quand même 1 heure, 1h30 de trajet pour y aller. Hein. Bon, bah, ça fait quand même de l'essence à consommer. Hein. Le périph' fait tout ce qui s'ensuit, les autoroutes sont payantes, les périphériques sont gratuits, d'accord, mais combrés. Donc, voilà, le problème, il est que derrière les métros ou les trains ou les RER, bah, pour aller à votre entreprise, il n'y a pas le choix, il faut prendre la voiture parce que le RER va bien vous déposer à telle gare, mais la distance entre la gare et puis votre travail, bah, ça va être encore 10 ou 15 km de plus. Il n'y a pas de bus pour là. Il n'y a pas de bus qui va vous prendre là et qui va vous emmener sur le lieu de travail. Non. Donc ça, si M. Macron veut faire des économies dans la reconversion énergétique et les écologistes sont des imbéciles en puissance, si dès le départ, M. Hulot avait déjà proposé ce système-là, ça aurait déjà allégé les charges pour les Français. Je ne pense pas qu'on sera arrivé à ça, à ce qu'on en est maintenant aux Gilets jaunes, si déjà dès le départ, le gouvernement n'avait déjà pas pris depuis des dizaines d'années ces dispositions-là. Parce que le budget quand même de l'essence pour des employés, ça coûte quand même, on va dire, pratiquement 50% du salaire. Parce que quand j'inclus l'essence, mais j'inclus aussi l'entretien. Plus alors maintenant, encore en plus, tous les contrôles techniques qui se passent en plus, c'est la catastrophe. Donc effectivement, il faut trouver une solution. Mais ça, la solution, messieurs les Français, c'est à vous de la faire, c'est à vous de la poser. Le prochain gouvernement que vous allez faire élire, il ne faudra pas que ce soit encore des promesses des élus. Il faudra leur dire, voilà le programme que l'on veut que vous appliquiez. C'est aux Français de le faire. C'est aux Français de dire, on veut ce programme-là parce qu'il est bon pour la France. Point barre.
Le président, là, eh bien, il appliquera le programme des Français, du peuple français, et pas son programme à lui, qui va répondre à des exigences bancaires, qui va répondre à des exigences de je ne sais pas quel intérêt, mais de toute façon, certainement pas pour les Français, certainement pas pour les travailleurs. Donc là, vous êtes maître de votre situation, vous avez fait un progrès énorme, c'est que vous êtes descendu dans la rue. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, il faut continuer, il faut aller plus loin, il faut aller jusqu'à sa démission. Vous n'avez pas le choix, Macron ne calera pas. Je regarde son comportement, je ne suis pas un spécialiste de l'analyse, mais on voit que dans son comportement, il ne lâchera pas. Donc, vous n'avez pas le choix. Allez jusqu'au bout, demandez sa démission, ou lui couper la tête, comme on a fait avec un certain roi. Donc voilà, il n'y a pas le choix. Maintenant, je vous souhaite bon courage, je suis de tout cœur avec vous. Et puis, si vous avez besoin d'un leader, allez-y, n'hésitez pas. Hein, parce que moi, avec l'avantage que j'ai, c'est qu'aux USA, ils ne viendront pas me chercher des noises. Ça, c'est clair. Le président de la République peut toujours venir me faire chier, il y aura du mal. Hein. Voilà, bon courage à vous tous.